Bonne nuit à tous. Je suis la conteuse et je suis là pour vous aider à vous endormir avec ces histoires d'appels vidéo effrayants. Alors avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et aimez la vidéo. J'aimerais savoir d'où vous venez et à quelle heure vous regardez la vidéo, alors n'hésitez pas à laisser un commentaire. Quand vous serez prêt, installez-vous confortablement et détendez-vous. Musique. Pendant le confinement de 2020, les appels vidéo Zoom étaient à la mode. J'imagine que vous avez ressenti la même chose, mais j'ai encore un mauvais pressentiment en repensant à cet appel qui a ruiné des vies, et ça me pèse encore. Je m'appelle Linda et je suis une femme d'une quarantaine d'années vivant dans le Montana. Au début du confinement, nous nous sommes tous confinés à la maison, et je passais la plupart de mes journées à discuter avec mes amis sur Zoom. La plupart des soirs, après le dîner, nous nous connections et discutions pendant au moins 1 heure, et c'est devenu une sorte de routine. Mon fils, parti étudier en Australie, ne vivait pas avec moi, et mon mari est malheureusement décédé dans un accident de voiture il y a 10 ans. J'ai donc vécu seul pendant un bon bout de temps. Mes meilleures amies étaient Sarah et Emilia. Sarah vivait avec sa mère, qui était assez âgée et ne s'était jamais mariée. Et Emilia restait avec son mari à la maison. La plupart du temps, nous parlions de choses et d'autres. Ce qu'ils mangeaient, comment se déroulait leur journée, etc. Mais un jour, tout a basculé et la vie nous a infligé un coup terrible du jour au lendemain. C'était un matin normal quand j'ai reçu un appel de Sarah. Elle m'a simplement annoncé que sa mère, Madame Margaret, était décédée ce matin-là sans prévenir. Ce fut un coup dur pour tout le monde, surtout pour Sarah, désormais complètement seule au monde. À vrai dire, cette nouvelle nous a profondément touchés, Emilia et moi. Margaret était une femme bien, et voir Sarah dans un tel état nous a fait prendre conscience de notre impuissance. La seule solution qui s'offrait à nous était de faire un appel Zoom pour qu'elle ne se sente pas aussi seule, même si nous savions que ce n'était pas la même chose qu'être ensemble en personne. Jour après jour, nous essayions de lui remonter le moral, mais la réalité était que l'état de Sarah empirait. Nous l'appelions, et elle restait assise devant l'écran, l'air triste, sans rien dire. C'était horrible, comme si le chagrin la rongeait lentement. Emilia, toujours la plus optimiste et pleine d'espoir du groupe, disait que ce n'était qu'une question de temps avant qu'elle ne s'en remette. Elle n'arrêtait pas de me dire qu'il fallait juste être patient. Linda, tu verras, tout ça passera et Sarah redeviendra elle-même. Mais honnêtement, au fond de moi, je savais que quelque chose clochait chez elle. Un jour, après plusieurs semaines, Sarah a cessé de répondre à mes appels. Elle refusait même de se connecter aux appels vidéo, comme si elle s'était évaporée. Au début, j'ai pensé qu'elle était dans un état lamentable, qu'elle avait juste besoin de temps. Mais quelque chose d'encore plus étrange se produisait. Alors, Emilia et moi avons décidé d'appeler son voisin, un certain monsieur Hawkins. Il l'avait toujours considéré comme un peu isolé, mais nous nous sommes dit qu'il pourrait peut-être nous donner des indices en l'appelant. Monsieur Hawkins nous a dit quelque chose d'inquiétant. Il a dit que Sarah avait à peine quitté la maison depuis ce qui était arrivé à sa mère, que la nuit, il pouvait voir de petites bougies depuis sa chambre et qu'il ne la voyait pratiquement qu'à la fenêtre. Il nous a dit qu'il passerait demain matin pour prendre de ses nouvelles et nous tiendrait au courant. Le lendemain, un dimanche, nous attendions avec une anxiété incroyable l'appel de Hawkins. Il nous a finalement appelé tôt, et dès que j'ai décroché, j'ai entendu sa voix légèrement tendue. Il nous a dit qu'il était allé chez Sarah et que, comme nous l'avions imaginé, il l'avait trouvée bien différente. Il nous a dit qu'en entrant, ce qu'il avait vu lui avait glacé le sang. Je l'ai trouvé dans une pièce très sombre, toutes lumières éteintes. Et le plus étrange, c'était qu'il y avait des bougies allumées sur la table de nuit et une sorte d'autel improvisé. Mais ce n'était pas tout. La pièce dégageait une atmosphère sinistre et n'était clairement pas celle où Sarah avait séjourné. Je lui ai demandé ce qu'il avait vu exactement, mais il est resté silencieux quelques secondes. Il nous a raconté plus tard que Sarah semblait en transe, qu'elle avait une apparence très étrange et qu'il y avait quelque chose de très troublant dans son regard. Il nous a raconté qu'à ce moment-là, elle lui avait dit quelque chose qui l'avait choqué, lui et nous aussi. Il nous a raconté que, pendant qu'il était là, Sarah lui avait dit qu'elle voyait sa mère, qu'elle la surveillait et qu'elle sentait sa présence dans la pièce. Bien sûr, cela nous a semblé très étrange et a commencé à nous inquiéter encore plus. Emilia et moi avons décidé d'appeler Sarah immédiatement. Si elle se trouvait dans cette situation, nous devions nous assurer qu'il s'agissait d'un médecin ou de quelqu'un qui pourrait l'aider. Je l'ai appelée plusieurs fois, mais elle n'a pas répondu jusqu'à ce que je la rappelle sur Zoom,
et elle a finalement répondu. Cependant, dès que je l'ai vue, j'ai compris qu'elle n'était plus la même. Sa voix était déformée, son visage était tiré et bouffi, et ses cheveux étaient en bataille. Elle ne semblait plus la même, et cela m'a choqué. Mais quand je lui ai demandé comment elle allait, sa réponse était encore plus mystérieuse. Je vais bien, j'ai juste besoin de me reposer. On se retrouve ce soir sur Zoom. Elle me l'a dit rapidement et a raccroché avant que je puisse ajouter quoi que ce soit. Évidemment, j'avais hâte de la revoir ce soir-là, alors j'ai envoyé le lien de l'appel vidéo à Emilia. Nous étions très nerveuses, mais confiantes que cette fois, tout se passerait un peu plus normalement. Du moins, c'est ce que nous pensions. Nous nous sommes connectés tôt, et quand elle est apparue à l'écran, la première chose qui a retenu notre attention a été ce que nous avons vu. C'était censé se passer comme d'habitude, mais pas cette fois. Elle était dans la pièce, dans une pièce complètement sombre, éclairée seulement par quelques bougies. Elle était assise sur une chaise immobile, avec une expression très étrange. Et le plus étrange, c'est que son visage semblait, je ne sais pas, déformé. Il y avait comme une ombre humide qui semblait le recouvrir. Nos cœurs étaient suspendus à un fil, car elle ne semblait pas avoir toute sa tête. Je lui ai gentiment demandé ce qu'elle faisait, et sa réponse nous a arrêtés net. Elle a commencé à dire que sa mère était là avec elle, que nous pouvions la voir et lui dire bonjour, qu'elle prenait soin d'elle et qu'elle serait toujours avec elle. Emilia et moi étions sans voix, les yeux comme des œufs au plat. Aucun de nous n'avait rien à dire. Il était clair que Sarah avait un sérieux problème, mais la suite fut pire. Soudain, sur l'écran, nous avons vu quelque chose qui nous a donné des sueurs froides. La caméra s'est focalisée sur ce qui semblait être le lit, et là, nous avons clairement distingué une femme allongée sur le dos. Mais ce n'était pas n'importe quelle femme, c'était le cadavre de la mère de Sarah, en état de décomposition avancée, le visage couvert d'asticots et les yeux baissés comme si sa chair commençait à pourrir. J'ai hurlé comme une folle, et la pauvre Emilia s'est effondrée par terre, terrifiée et complètement sous le choc. La femme dont elle parlait était en fait le cadavre en décomposition de sa mère. La scène était si horrible que je n'en croyais pas mes yeux. Emilia était toujours là, par terre, les yeux grands ouverts et emplis de terreur. Je me suis mis à lui crier de se lever et à lui demander désespérément si elle allait bien, tandis que dans l'autre plan, je voyais encore la mère de Sarah, les joues couvertes d'asticots et les yeux exorbités. C'est une image qui me hantera jusqu'à la fin de mes jours. Et moi, incapable de bouger, je ne pouvais que contempler cette scène horrible et me demander quel cauchemar je vivais. Mais juste au moment où je pensais que les choses ne pouvaient pas être plus terrifiantes et surréalistes, Sarah s'est mise à rire comme une folle. C'était un rire dérangé, un rire qui semblait fou, et elle disait des choses incohérentes, comme si sa mère la regardait, que ses amis étaient là avec elle, et qu'elle n'était plus seule. J'ai senti mon cœur battre la chamade, et je jure devant Dieu, j'ai failli m'évanouir aussi. Je ne sais même pas comment cela a pu arriver. À ce moment-là, j'ai su que quelque chose de terrible s'était produit. J'ai finalement mis fin à l'appel vidéo et j'ai immédiatement appelé la police. Quelques heures plus tard, sa voisine nous a dit que Sarah avait volé le corps à la morgue de l'hôpital, qu'elle ne pouvait accepter la perte de sa mère et que, dans son chagrin, elle avait fait quelque chose de terrible. On nous a dit qu'elle avait été admise en hôpital psychiatrique, et ça a été un choc pour nous. Honnêtement, je n'arrive toujours pas à me sortir cette image de la tête, et je me demande ce qui arrive à quelqu'un qui atteint un tel degré de folie. Elle devait être une fille parfaitement normale, heureuse et gentille. Je ne comprenais pas comment elle avait pu perdre la tête à ce point. Je sais que le chagrin causé par la perte de sa mère a dû être terrible pour elle. Mais je n'aurais jamais imaginé qu'il la mènerait à un tel état de folie. Sarah a passé quelques mois dans cet établissement et a heureusement réussi à s'en sortir. Aujourd'hui, elle est complètement rétablie. Son psychiatre a dit qu'elle avait traversé une crise psychotique provoquée par le deuil et la perte. Elle nous a expliqué que, même si c'est difficile à croire, c'est plus courant qu'on ne le pense. La plupart des gens s'adonnent à des activités ésotériques et finissent par croire qu'ils ont encore des contacts avec leurs proches de l'au-delà, mais le cas de Sarah était plus extrême. Après cela, j'ai compris que, dans le deuil et la solitude, certaines personnes ne savent pas comment se gérer et finissent par faire des choses qui semblent hors du commun. Messieurs, vous n'allez pas croire ce qui m'est arrivé l'autre soir. Cette histoire va vous paraître absurde, mais je vous jure qu'elle était tout à fait réelle et terriblement terrifiante. Cela s'est passé il y a quelques années,
alors que nous étions encore en pleine pandémie et qu'il n'y avait plus de travail du tout. Je m'appelle Tom, j'ai 52 ans, je suis divorcé et je vis seul dans un appartement en centre-ville. Je travaille comme directeur de casting pour une société qui produit des courts-métrages, vous savez, ces petits films à petit budget, mais qui organise toujours des auditions et recherche des acteurs. Honnêtement, j'ai tout vu dans mon métier, des super talents aux échecs cuisants, mais globalement, je ne pouvais pas me plaindre. Jusqu'à ce jour, où ça a commencé comme n'importe quel autre film et où ça a fini comme ça. Ce jour-là, alors que je préparais mon petit déjeuner, un sandwich à la main, mon téléphone a sonné. C'était mon patron, Marc, un homme sérieux et plutôt strict qui prend toujours son travail au sérieux. Il m'a appelé sur Zoom et m'a dit « Bonjour, Tom. J'ai quelque chose d'important à te dire. On se retrouve dans 5 minutes sur Zoom. » Ça m'a un peu surpris, car ce n'était pas habituel de sa part de m'appeler en milieu de matinée pour ce genre de choses. Mais bon, j'ai tout de suite accroché et j'ai répondu « Quoi de neuf, Marc? De quoi s'agit-il » Il m'a laissé partir. On démarre un nouveau projet, un court-métrage d'horreur. Il faut qu'on commence les auditions au plus vite. C'est là que j'ai eu la chair de poule, car ce genre d'histoire effrayante m'a toujours fasciné, et ça faisait longtemps qu'on n'avait rien fait de tel. Je lui ai demandé « Alors, comment allons-nous faire les auditions si tout est encore en confinement ?» Il m'a répondu « On les fera sur Zoom. Cette fois, on pourra programmer et caster les membres depuis chez eux sans problème. » Juste avant de raccrocher, il a dit quelque chose que je n'ai pas beaucoup apprécié. Et puis, Tom, j'aimerais que ton assistante Cathy t'aide sur ce projet. Sur le coup, je ne lui ai pas vraiment prêté attention. J'ai juste hoché la tête et raccroché. Mais quand elle a raccroché, je me suis demandé. Cathy, mon assistante, venait d'intégrer la compagnie après un cours de théâtre et avait toujours été très investie, mais je n'étais pas sûr qu'elle soit à la hauteur. Serait-elle vraiment à la hauteur ? Le seul moyen de le savoir serait de travailler côte à côte lors des auditions. Je l'ai appelée, et elle a immédiatement accepté. Je lui ai donc donné un jour et une heure, et nous nous sommes préparés. La première audition était réservée aux figurants, bien sûr, puis la seconde à la fille que je voulais pour le rôle principal. Il y avait beaucoup de filles à ces premières auditions, mais à vrai dire, aucune ne m'a vraiment convaincu. C'était assez difficile de décider, et tout s'est fait par Zoom. Avec autant d'acteurs, la paperasse était colossale, mais nous avons réussi à réduire le nombre d'options. Les heures ont passé. La nuit tombait, nous n'avions toujours pas trouvé l'actrice idéale, et la frustration commençait à nous gagner. Nous étions en réunion Zoom, à nous envoyer des messages rapides pour décider qui serait la meilleure. Et c'est là que Cathy a plaisanté. Et si je m'engageais pour le rôle principal ? J'étais vraiment surprise par l'idée, mais j'ai dit en plaisantant, pourquoi pas ? Tu as du talent aussi ? Non, il a ri et a dit, non, mec, je plaisantais. Mais je l'ai encouragé à s'y mettre sérieusement. Allez, Cathy. Et si tu essayais ? Qui sait quel talent tu caches derrière ces caméras ? Et à ma grande surprise, elle a accepté et s'est préparée très rapidement. Je lui ai donné une scène, quelques répliques et 5 minutes pour réfléchir. C'était un film d'horreur classique. Une femme possédée sur le point de se suicider. Normal. Une fois prête, nous nous sommes reconnectés via Zoom et avons commencé le casting. À l'écran, Cathy a commencé à jouer. Au début, elle était assise là, les yeux rivés sur la caméra, sans rien dire, sans bouger, comme si ce n'était pas elle. 2 minutes passèrent, et elle était toujours la même, les yeux rivés sur l'écran. C'est là que j'ai commencé à m'inquiéter et à lui dire « Cathy, qu'est-ce que tu fais ? Il faut qu'on finisse, tu sais ?» Soudain, elle se leva lentement de sa chaise, l'air extrêmement inquiétant, comme si elle était possédée et marchait lentement. Je l'ai perdue de vue sur l'écran, et même si j'étais un peu confus, j'ai commencé à m'inquiéter. J'ai essayé de l'appeler, mais elle n'a pas répondu. L'écran est devenu noir quelques secondes, puis est réapparu. Et là, contre le mur à côté de sa chaise, je l'ai vue debout. C'est quoi ce bordel ? Mon cœur s'est mis à battre la chamade et j'ai demandé « Tout va bien, Cathy ?» Mais elle est restée silencieuse, comme si elle ne m'entendait pas. Puis quelque chose s'est produit. Je l'ai vue se tourner vers le mur, et soudain, elle s'est cognée la tête très fort. Je me suis figé à plusieurs reprises. Je n'en croyais pas mes yeux. Du sang a jailli de sa tête et la scène a viré à la folie. Le sang coulait dans ses cheveux,
sur son visage, et ma peur grandissait à chaque seconde. Que diable lui arrivait-il? J'ai essayé de lui crier dessus, mais c'était comme si elle n'existait pas, comme si elle ne m'entendait pas. Puis, dans un retournement de situation encore plus terrifiant, elle s'est lentement tournée vers l'écran dans cette même scène et a brandi un couteau. Je l'ai regardée, et son expression était sinistre, le regard vitreux, vraiment terrifiante. Elle leva lentement la main qui tenait le couteau et la tourna vers elle. On aurait dit qu'elle voulait se poignarder. Mon estomac se retourna à cette vue, et je me mis à lui crier dessus à travers l'écran, désespéré. « Non, Cathy, s'il te plaît, ne fais pas ça. » Mais elle resta plantée là, le couteau à la main, comme possédée. À cet instant, j'ai eu l'impression que mon cœur allait bondir. J'ai commencé à la supplier d'arrêter. « Arrête, écoute-moi, Cathy. Arrête, s'il te plaît. » C'étaient des cris désespérés, mais à cet instant, elle semblait n'avoir rien entendu. Elle gardait juste cette expression horrible et cette main serrant le couteau. Puis, en un instant, elle baissa lentement les mains comme pour revenir à la réalité, mais son regard restait troublant et vide. J'ai essayé de l'appeler, mais visiblement, rien n'y fit. Elle leva lentement la main avec le couteau, et sur l'écran, son regard était injecté de sang. Ses yeux rouges et un silence terrifiant. J'éprouvais un mélange de peur et d'angoisse immense. J'étais sûr que quelque chose en elle avait pris le contrôle, comme si une force obscure l'avait possédée. Je ne pouvais rien faire d'autre que de continuer à lui crier dessus. Et elle resta dans la même position, agitant le couteau comme si elle était sur le point de commettre un acte terrible. Puis, dans un dernier mouvement, elle le leva, la pointe pointée vers sa poitrine. Mon cœur faillit s'arrêter de battre en voyant ce qu'elle s'apprêtait à faire. À cet instant, j'ai fermé les yeux, et juste au moment où tout semblait sur le point de se terminer, j'ai entendu un cri perçant sur l'écran, un cri qui a tranché l'air. Mon cœur battait à tout rompre, et à cet instant, je pensais que le pire était passé, mais en réalité, il ne faisait que commencer. Quand j'ai rouvert les yeux, devinez quoi? Cathy, qui semblait possédée, fixait maintenant l'écran comme si de rien n'était. Elle m'a regardé avec un sérieux absolu, et alors que j'étais au bord de la crise cardiaque, elle a éclaté de rire et m'a dit « Que as-tu pensé de ma performance, Tom? Tu me trouves bonne ?» J'étais sous le choc, sans voix. Il m'a fallu quelques secondes pour reprendre mon souffle. Je ne savais vraiment pas si je devais être furieuse ou fascinée. Alors je lui ai demandé « C'était juste du jeu d'acteur? Tu te moques de moi? D'où vient tout ce sang ?» Elle a souri et a dit « C'est juste de la peinture. De la peinture à l'eau rouge. J'ai bien fait la scène. » Et elle a ri de nouveau, de ce rire qui me donne encore des frissons. C'est clair que le rôle était le sien, mais j'ai failli mourir cette nuit-là. Depuis, je n'arrive pas à me sortir cette idée de la tête. Honnêtement, je ne sais toujours pas ce qui s'est passé, si c'était du jeu d'acteur ou si quelque chose de vraiment bizarre s'est produit. Mais je jure que cette scène m'a changé, et chaque fois que j'y repense, j'ai un frisson qui ne veut pas s'en aller. Heureusement que ce n'était qu'une audition, mais je n'arrête pas de penser. Et si c'était vrai? Ça m'est arrivé il y a quelques années, et c'est une de ces histoires qui semble tout droit sortie d'un film, mais c'est vraiment arrivé et ça m'a laissé perplexe. L'histoire se résume à peu près à ça. Je travaillais à mon bureau, et ce jour-là, ma patronne, que nous appellerons Lisa, venait d'accoucher. Le problème, c'est que, contrairement à la plupart des gens, elle ne voulait pas prendre de congé maternité, même pas quelques jours. C'était incroyable. Elle s'occupait du bébé tout en gérant tous nos projets et en dirigeant les réunions d'équipe sur Zoom comme si de rien n'était. C'était comme si elle n'avait pas de vie ou était simplement une superwoman. Cela peut paraître étrange, mais en vérité, Lisa était de ces personnes qui vous laissent toujours sans voix, car quoi qu'il arrive, elle semblait tout contrôler. Je me demandais toujours comment elle allait, d'autant plus que son mari, Mike, ne lui était d'aucune aide. Il était plus jeune qu'elle, assez immature, et honnêtement, il ne semblait pas intéressé par l'aide à la maison ni par le bébé. Nous ne l'avions vu que quelques fois lors de fêtes d'entreprise, et à ces occasions, on aurait dit qu'il ne la connaissait pas vraiment, mais elle, en revanche, semblait forte. Elle travaillait à temps plein malgré un si petit bébé, et elle avait toujours le sourire et une attitude positive. Le truc, c'est qu'elle ne se plaignait jamais. Honnêtement, si j'avais été à sa place avec tout ce fardeau, je lui aurais déjà crié dessus ou j'aurais rompu avec ce type. Mais non, elle a tout supporté en silence. Un jour en particulier, c'était comme n'importe quel vendredi.
Nous étions en réunion Zoom, juste elle et moi, car notre autre collègue, Jacques, devait inspecter nos nouvelles centrales électriques. Rien d'extraordinaire au début, mais au milieu de la conversation, j'ai commencé à percevoir des pleurs en arrière-plan, des pleurs de bébé qui ne cessaient de pleurer. En vérité, ce n'était pas juste un gémissement, mais un cri incessant, comme si quelqu'un le frappait. Lisa s'est excusée et m'a dit qu'elle prendrait quelques minutes pour calmer le bébé. Elle a éteint sa caméra et est sortie en courant. Ce que j'ignorais, c'est qu'elle avait laissé son micro allumé. Je pensais qu'elle était juste distraite et qu'elle avait oublié. Alors je me suis levé pour faire du café, et en retournant à mon ordinateur, j'ai entendu une voix sortir des haut-parleurs. Au début, j'ai cru que c'était Lisa, peut-être qu'elle appelait quelqu'un au téléphone, mais en m'approchant de l'écran, je me suis figé. C'était une voix d'homme, et on aurait dit qu'il ne parlait à personne à ce moment-là. Il était seul, en quelque sorte au téléphone avec quelqu'un. C'était bizarre. Et le pire, c'est que je n'entendais que sa version de la conversation. C'était clairement Mike. Mais que faisait-il ? Sa voix était calme, comme s'il était en communication normale, mais je ne comprenais pas qu'il parle ainsi, alors que Lisa ne savait probablement rien. Ce que j'ai entendu, c'était quelque chose comme ça. Elle est avec le bébé. J'ai quelques minutes avant son retour. Et il est resté silencieux un instant. Puis j'ai clairement entendu, croyez-moi. Il ne se doute de rien. Il faut juste que je retrouve les papiers. Après ça, j'ai entendu d'autres choses, mais je n'ai pas bien compris ce qu'il disait, car juste à ce moment-là, j'ai entendu des bruits assez forts de feuilles feuilletées, juste à côté de mon ordinateur. C'était comme s'il vérifiait précipitamment quelque chose sur son bureau. Et si je ne me trompais pas, il fouillait le bureau de Lisa. J'avais du mal à y croire. Qu'est-ce qui se passait avec ce type? Que cherchait-il? J'étais presque sûr qu'il était sur la piste d'une affaire louche, avec cette fouille du bureau et ses tiroirs ouverts comme un forcené en plein appel. On aurait dit qu'il détenait un secret dans le dos de Lisa. Juste à ce moment-là, j'ai entendu le tiroir claquer bruyamment, et au moment où je pensais lui dire quelque chose, Mike a lâché. Je l'ai trouvé. Et puis, oh, reviens, je dois y aller. Et il a raccroché ou est resté silencieux. Quelques instants plus tard, l'écran a de nouveau montré Lisa, le visage un peu troublé, disant « Désolé, je suis de nouveau prête. » Je ne savais pas quoi faire. J'étais vraiment paniqué. L'impression que ce type manigançait quelque chose de bizarre et qu'il ne voulait pas que Lisa le découvre m'a arrêté net. J'ai pensé un instant à lui dire quelque chose, mais j'avais peur que Mike m'entende ou le remarque, alors je lui ai simplement envoyé un message dans le chat. « Peux-tu ouvrir ton chat ? J'ai besoin de t'envoyer quelque chose. » Je me suis dit que ça n'avait peut-être pas l'air si suspect. Et puis, elle ne méritait pas que je lui cache quoi que ce soit. Je lui ai donc envoyé un message direct pour lui dire ce que j'avais entendu. Mike était au téléphone avec quelqu'un et remplissait des papiers au bureau. Quand Lisa a lu mon message, elle a simplement répondu « Merci de m'avoir prévenu. » Et voilà. Je lui ai dit que je comprenais, que nous pourrions terminer la réunion un autre jour, et elle a accepté, que je devais régler ce problème immédiatement. J'ai donc mis fin à la réunion, avec le sentiment que quelque chose de très sombre se tramait et que cet homme essayait probablement de lui voler quelque chose d'important. Plus tard dans la journée, j'ai reçu un appel de Derek, notre responsable de la sécurité. Il était très nerveux, très contrarié. Je voulais savoir s'il s'était passé quelque chose d'étrange pendant ma rencontre avec Lisa. Honnêtement, je ne savais pas si je devais le lui dire ou non, car Mike et lui étaient amis, ils allaient à la salle de sport ensemble, et je ne voulais pas avoir d'ennui. Mais finalement, je me suis dit que si je lui en parlais, il pourrait peut-être m'aider. Et en vérité, je sentais que quelque chose clochait. Je lui ai répondu que non, que rien ne s'était passé, mais il a insisté et m'a même fait jurer de ne rien dire à Lisa. C'est alors que j'ai compris qu'il se tramait quelque chose de grave. Il m'a dit avoir détecté un problème grave dans les nouvelles centrales, quelque chose qui pourrait être catastrophique. Il s'avère qu'il a trouvé des résultats de tests indiquant qu'une machine était défectueuse. Mais après enquête, il a découvert que les résultats étaient falsifiés et a soupçonné Lisa d'avoir découvert cela et de cacher la vérité pour éviter la fermeture des centrales. Pire encore, elle a avoué avoir demandé à Mike de retrouver les preuves et de les rapporter pour examen, mais elles n'ont jamais réapparu. Je me suis senti terriblement mal à ce moment-là, comme si j'avais commis une énorme erreur. Je pensais que Lisa avait peut-être compris ce qu'il faisait, et que c'était pour ça qu'elle avait commencé tout ça. Cette nuit-là,
Derek s'est mis à pleurer au téléphone, effrayé par ce qui pourrait arriver. Il savait que Lisa n'était pas mauvaise, mais qu'elle était prisonnière de quelque chose de bien plus grave. Ça me rendait triste de le voir comme ça, car il avait toujours été un patron juste et respectueux. Mais au fond, je savais que Derek ne mentait pas et que Lisa avait, à un moment donné, fait quelque chose de terrible à son mari. Je pense qu'elle fuyait, essayant de protéger quelque chose de très important, et je ne savais même pas quoi penser. Je l'avais aidé sans le vouloir, mais je ne pouvais pas rester les bras croisés. Me sentant mal, j'ai tout raconté à Derek, et il a perdu la tête. À ce moment-là, je n'entendais plus que sa respiration haletante à l'autre bout du fil, comme s'il était extrêmement en colère et désespéré. Il n'y avait pas d'autre choix. Il fallait agir, et vite. Nous ne pouvions rien présenter à la police, faute de preuves concrètes. Nous avons donc décidé d'aller chez Lisa en personne. Je suis allé la chercher et je l'ai attendue dans la voiture. Lorsqu'elle est sortie avec le bébé dans les bras, je lui ai dit que j'étais inquiète pour elle et que je voulais lui parler. Elle n'avait pas l'air très contente de me voir. Quand je lui ai demandé d'entrer, il a d'abord refusé, mais après l'avoir un peu supplié, en disant que j'avais besoin d'aller aux toilettes, il a fini par ouvrir. Je n'y suis pas allé, bien sûr, mais je suis allé directement à la cuisine. C'est là que j'ai vu ce qu'il cachait. Mike était ligoté avec du sparadrap, avec des blessures au bras et au visage, et les yeux gonflés. Il était presque inconscient, comme s'il était là depuis longtemps. Lisa, tenant toujours le bébé, s'est approchée de moi et m'a dit « Il fallait que je le fasse ». Cette femme avait ligoté son propre mari et l'avait mis dans des conditions terribles. Je lui ai demandé, furieuse, « Tu es devenue folle ? Qu'est-ce que tu as bien pu faire à Lisa ?» Mais elle n'arrêtait pas de me répéter qu'elle n'avait pas le choix. « Et la centrale électrique ? Tu y es pour quelque chose, non ?» m'a-t-elle crié, les larmes aux yeux et visiblement très bouleversée. « C'est toi ? Tu l'as dit à Mike. » Ça n'avait aucun sens. Mais avant que je puisse ajouter quoi que ce soit, elle a mis le bébé dans la poussette et a commencé à sortir un couteau du comptoir, couvert de sang. Le couteau à la main, elle s'est mise à hurler que rien ne l'empêcherait de fermer l'usine, qu'elle ne le permettrait pas. Je l'ai à peine vue, je savais juste qu'il fallait que je réagisse. J'ai agi rapidement, ce qui l'a empêché de me poignarder, mais elle m'a attrapé par les cheveux et m'a tiré en arrière. Elle voulait me tuer. Je l'ai senti. Mais à ce moment-là, j'ai entendu Derek accourir, lui criant d'arrêter et qu'il avait déjà appelé la police. Dès que cette femme a entendu le mot « police », elle a lâché son couteau et est restée plantée là, anéantie comme un animal acculé. Dès lors, elle a été arrêtée, et le lendemain, elle était aux infos. L'usine a fermé, et il semble que l'entreprise pour laquelle nous travaillions soit également en voie de disparition. Pour l'instant, Mike s'occupe du bébé, et Derek et moi cherchons un nouvel emploi. Je n'arrive toujours pas à croire que ma patronne, cette femme que j'admirais tant, ait pu faire quelque chose d'aussi sauvage et terrible. Parfois, ces histoires semblent tout droit sorties d'un film, mais elles existent vraiment et vous laissent avec le sentiment que le monde est bien plus sombre qu'il n'y paraît. Bonjour, je m'appelle Stéphanie. Tout a commencé quand j'étais en 2e ou 3e année de lycée, entre la 4e et la seconde. À l'époque, je passais beaucoup de temps sur un petit serveur Minecraft avec des amis que je ne connaissais qu'en ligne. Nous nous contactions via Skype presque tous les jours, passant des heures à discuter, rire et construire des choses dans le jeu. Avec le temps, nous sommes devenus très proches. Nous nous suivions sur Instagram, TikTok et d'autres plateformes de réseaux sociaux. Cela me semblait drôle et sans importance, mais un garçon en particulier a retenu mon attention. Il s'appelait Peter. Peter était dans la même classe que moi, même si nous n'étions pas dans la même école. J'avais entendu dire qu'il avait peut-être le béguin pour moi, mais il l'a catégoriquement nié. Honnêtement, je trouvais ça ridicule, car on ne se connaissait qu'en ligne, alors je n'y ai pas vraiment prêté attention. De plus, il avait l'air plutôt cool et décontracté. Et tout allait bien pendant un moment, mais avec le temps, quelque chose a commencé à clocher, comme si quelque chose n'allait pas. Ce qui a commencé à me perturber, c'est que dans nos conversations, il commençait à me raconter toutes sortes de petits mensonges, des choses qui me semblaient absurdes et qui m'irritaient vraiment. Puis j'ai décidé que je ne voulais plus lui parler. Alors j'ai pris mes distances, j'ai disparu et je ne lui ai même pas répondu. Je pense que c'était une bonne idée, mais après quelques mois sans nouvelles, un jour, sans prévenir, il m'a envoyé un SMS. J'ai eu un peu peur en le voyant. Il m'a dit qu'il envisageait d'intégrer mon lycée,
qu'il voulait bénéficier du programme de bourse pour l'université d'État et qu'il comptait vivre seul ici et trouver un emploi à temps partiel pendant ses études. Honnêtement, ça me paraissait fou. J'ai eu un nœud au ventre en lisant ça. J'avais l'impression qu'il avait perdu la tête, et quand j'ai répondu, en essayant de rester calme, je lui ai dit ce que je pensais, que c'était fou et absurde. Et j'ai aussi mentionné combien c'était étrange qu'il ait choisi la même école que moi, presque comme s'il avait inventé ça juste pour se rapprocher. Mais il a insisté sur le fait que ce n'était qu'une coïncidence, que son plan était sérieux et qu'il fonctionnerait. J'espérais vraiment que ce n'était qu'une blague, une farce, et qu'il jouait peut-être, mais non. C'était la réalité, car il n'a pas fallu longtemps avant qu'il m'annonce qu'il avait déjà acheté des billets d'avion pour venir me rendre visite et qu'il resterait quelques jours dans ma ville. C'est là que mon monde s'est écroulé. Sérieusement, j'ai commencé à avoir vraiment peur. Je savais que Peter ne plaisantait pas, que ce n'était pas n'importe quoi, parce qu'il a soudainement posté une photo de l'aéroport sur Snapchat et l'a partagée comme s'il voulait que je la voie clairement. Il en avait une autre, tout à fait sérieux. Puis il m'a proposé de le rencontrer en personne, et j'ai clairement refusé. Je ne voulais absolument pas le voir. Mais plus tard, son compte Snapchat a commencé à publier des vidéos et des photos de mon école, de la rue et de tous les endroits où je pensais qu'il se promenait, probablement pour que je le voie ou que quelqu'un lui dise quelque chose. J'étais à la maison à ce moment-là avec une pneumonie, donc je n'ai pas eu à le confronter ce jour-là. Heureusement, le pire m'est arrivé. Les jours suivants, j'avais peur qu'il se présente à ma porte, dans la rue, ou ailleurs. Je me sentais complètement vulnérable et effrayé. Heureusement, il ne savait pas où j'habitais exactement, et au bout de quelques semaines, il est reparti subitement, abandonnant son projet et disparaissant. Le plus fou dans tout ça, c'est que personne dans notre groupe en ligne ne semblait remarquer le comportement bizarre de Peter. Tout le monde continuait comme si de rien n'était, et ça commençait à me rendre folle de penser qu'il était en fait très perturbé. Je pensais que si je n'avais pas été si silencieuse, si j'avais continué à l'ignorer, ou si j'avais fixé des limites claires, tout ça ne serait pas arrivé. Mais bon, ça a suivi son cours. Je pensais qu'avec mon rejet et mon refus de jouer le jeu, il m'oublierait. Mais 2 ans plus tard, juste après avoir obtenu mon diplôme universitaire et entamé la carrière dont j'avais toujours rêvé, il est réapparu. Nous n'avons jamais cessé de nous suivre sur les réseaux sociaux, même si tous ces messages restaient sans réponse. À ce moment-là, je ne pensais même plus à lui. C'était juste quelqu'un d'étrange, oublié dans le passé, jusqu'à ce que je tombe sur une photo de lui sur Facebook. C'était lui, devant la bibliothèque de mon université, avec cette légende. Être transféré ici a été la meilleure chose que j'ai jamais faite. À bientôt. J'ai failli lâcher mon téléphone en voyant cette photo, et je n'ai pas pu m'empêcher de penser qu'on se reverrait bientôt. C'était parfait pour moi. J'ai failli faire une crise d'angoisse à ce moment-là. Les jours et la semaine qui ont suivi ont été terrifiants. J'étais sur les nerfs tout le temps, pensant que je pouvais le croiser à tout moment, mais Dieu merci, ça n'est pas arrivé. On ne s'est jamais croisé sur le campus, alors c'était peut-être juste une tentative désespérée pour se rapprocher de moi. Puis, quelques mois plus tard, il a découvert que j'avais un petit ami et m'a soudainement contacté sur Skype après une longue période. Une seule fois pendant tout ce temps, il a commencé à me poser des questions étranges, comme si je tenais encore à lui ou si je lui donnerais un jour l'occasion de nous voir en personne. Je l'ai simplement bloqué et j'ai coupé tout contact avec lui. Ce type m'a foutu une trouille bleue. Quelque chose en moi m'a toujours dit de le tenir à distance. Je sais qu'on fait parfois des erreurs quand on est jeune et effrayé, et que mes erreurs n'étaient peut-être que le fruit de mon imagination paranoïaque, mais je suis reconnaissante d'avoir écouté mon intuition. Et s'il représentait vraiment un danger pour moi? Pourtant, je n'arrête pas d'y penser. Aujourd'hui encore, j'ai parfois l'impression qu'il me surveille. De temps en temps, je reçois des appels anonymes et d'étranges demandes d'ouverture de compte. Je ne peux m'empêcher de penser que c'est lui, et c'est terriblement effrayant. Musique salut, je suis Carly. Ce week-end, pour une raison inconnue, j'ai décidé de consulter mon compte Skype après des mois sans l'ouvrir, et j'ai trouvé une demande d'amis d'un certain Steve Love Money. Honnêtement, je n'avais aucune idée de qui il était, alors par curiosité, je l'ai ajouté pour voir si je pouvais obtenir plus d'informations. Mais il n'a pas dit grand-chose, il ne semblait pas avoir de détails pertinents. Peu de temps après, le soir même, le compte a commencé à m'appeler. Je n'ai pas répondu, je l'avoue. Je n'avais pas envie de parler à quelqu'un que je ne connaissais même pas. Mais peu après,
ce mystérieux compte a commencé à m'envoyer des messages. 5 au total, du genre « Salut, quoi de neuf? Tu es là? Quoi de neuf? Bonjour ». Et il n'a pas fallu longtemps pour qu'un autre appel arrive, puis un autre, et encore un autre. Son attitude donnait l'impression qu'il cherchait à attirer mon attention par tous les moyens. Le plus étrange, c'est que cet utilisateur changeait constamment de nom. Les appels ont commencé à arriver toutes les 5 minutes environ, et dans les messages, les choses devenaient encore plus folles et agaçantes. Ils étaient agressifs et me disaient des choses à connotation sexuelle, du genre « C'est quoi ce bordel? Pourquoi tu ne réponds pas? Je veux te rencontrer. Je ne t'ai même pas encore vu et je n'arrête pas d'imaginer comment je vais. » Eh bien, imaginez. Dans une autre, il a même osé m'envoyer une photo obscène en disant « Regarde-moi ». C'en était trop, alors je l'ai immédiatement bloqué. Pourtant, il n'arrêtait pas de m'appeler ou d'envoyer des messages depuis d'autres comptes. Honnêtement, j'ai fini par fermer mon ordinateur portable et le ranger un moment, tellement j'étais nerveuse. Je regrettais tellement d'avoir accepté ce profil étrange. C'était complètement stupide de ma part. Mon copain venait ce soir-là, et à ce moment-là, j'ai décidé de laisser tout ça derrière moi et de profiter de son temps libre. Plus tard, mon copain et moi avons décidé d'aller chez mon père pour regarder un match de foot avec lui et d'autres membres de la famille. Mes parents se sont séparés il y a quelque temps, alors il vit maintenant avec sa femme, mon demi-frère et leur fils. Alors que nous regardions le match dans le salon, j'ai raconté à mon copain ce qui se passait avec mon compte Skype, et juste au moment où j'en parlais, j'ai soudainement commencé à recevoir des messages identiques sur mon téléphone. J'ai blêmi en les voyant, mais mon copain m'a alors suggéré de le faire. J'ai appelé un numéro pour voir si quelqu'un répondrait. J'ai hésité un peu, mais je l'ai fait. Mais c'est là que les choses ont pris une tournure plus inquiétante. Quand j'ai rappelé le numéro d'où il m'envoyait un SMS, le téléphone de mon demi-frère s'est mis à sonner. L'application a une sonnerie très particulière. À ce moment-là, j'ai compris qu'il était responsable de tout. Il était dans la cuisine, alors je me suis précipité pour le rattraper et vérifier son téléphone, mais il m'a coupé la parole et a couru à l'étage. Il n'est plus ressorti de la soirée. Mon demi-frère a 29 ans, mesure presque 9 mètres et pèse environ 113 kilos. C'est un grand fainéant, au chômage, et il m'a toujours mis mal à l'aise avec son attitude désagréable. Il a un caractère difficile, envahit votre espace et fait des blagues sans intérêt aux moments les plus inappropriés. J'étais vraiment nerveuse. Je ne voulais pas en parler à mon père, ni à mon petit ami non plus. Mon père, parce que j'avais peur que la tension ne ruine son mariage. Mon petit ami, parce qu'il serait furieux et que les choses pourraient mal tourner. Depuis quelque temps, j'ai aussi l'impression qu'elle, ma belle-mère, soutient son fils en tout et ne fait rien pour l'en empêcher. Mon petit frère, qui vit aussi là-bas, a eu quelques problèmes avec lui, mais rien n'y fait. Sa mère fait toujours l'idiote, disant des choses comme « Oh, il l'embête, c'est tout. Ne l'embête pas, tu sais comment il est. » Et mon père, eh bien, il en fait beaucoup. C'est clairement un lâche qui préfère éviter les conflits et garder le silence, même si cela implique que ses enfants se retrouvent pris au piège. Je ne m'inquiète pas trop pour moi. Maintenant que je sais que c'est à cause de lui, je dois dire que je ne m'inquiète plus autant pour moi. Je ne vis pas avec mon père, et quand je sors, j'évite d'être avec mon demi-frère et j'essaie aussi de ne pas être seul avec lui. C'était vraiment flippant, mais honnêtement, je ne pense pas que ce crétin ait eu des intentions sexuelles envers moi. Je pense juste que tout ça n'était qu'un jeu tordu pour se divertir, et je ne sais pas, me faire chier et me terrifier, en me faisant croire qu'un pervers me traquait. C'était le plan jusqu'à ce que je le prenne en flagrant délit. J'ai l'impression qu'il utilisait son compte Skype pour libérer son esprit pervers. Mais je n'ai plus eu de ses nouvelles depuis. Chaque fois que je vais chez mon père, il reste en haut dans sa chambre, sans même jeter un coup d'œil. Les réunions de famille vont être assez gênantes, c'est sûr. Je ne veux pas échanger de cadeaux ni être près de mon demi-frère. Il m'a toujours semblé bizarre, mais là, c'était une folie totale. Honnêtement, cette histoire m'a appris à mes dépens qu'il ne faut jamais faire confiance à personne, surtout à des gens comme lui. Vous pouvez lever les yeux au ciel et dire que c'est une série de mauvaises décisions que j'ai prises, et vous avez peut-être raison, mais la réalité, c'est qu'on se retrouve souvent dans des situations inattendues, et il n'y a rien de mieux que de les partager et de se défouler. Histoire, 6e. L'autre soir, j'étais en train de surfer sur mon ordinateur, comme d'habitude, comme tout adolescent. D'habitude,
j'ai Skype ouvert au cas où un ami déciderait de m'appeler à l'improviste. Je n'ai donc pas été surpris de recevoir un appel Skype alors que j'étais sur Facebook. Le plus étrange, c'est que je ne voyais pas qui m'appelait. Il n'y avait pas de nom, juste un espace vide là où apparaît normalement l'utilisateur qui essaie de me joindre. Au début, j'ai cru à une blague d'un ami, alors j'ai simplement cliqué sur « Accepter ». Mais quand je l'ai fait, il n'y avait personne. L'écran est devenu complètement noir, et ce qui a le plus retenu mon attention, c'est que je n'entendais rien dans les écouteurs, pas même le bruit de fond habituel lorsqu'on ne parle pas dans un micro. J'ai donc simplement envoyé un SMS, et, au cas où j'aurais été connecté par erreur. Mais je n'ai pas eu de réponse non plus. J'ai décidé d'en rester là, sans plus y penser. Mais pour une raison inconnue, avant de fermer la fenêtre, j'en ai ouvert une autre dans mon navigateur. Juste à ce moment-là, j'ai vu arriver un message Skype, « Ne me laisse pas seul ». C'était vraiment troublant. Je croyais rêver, mais c'était bien réel. Sans réfléchir, j'ai répondu « Qui êtes-vous » Et juste à ce moment-là, le son a été coupé et j'ai entendu un grand rire. Intermittent, comme quelqu'un qui ne voulait pas qu'on l'entende clairement. L'appareil photo était toujours noir, mais soudain, il a légèrement vacillé, et même si je ne distinguais rien sur l'image, j'avais plutôt l'impression d'essayer de voir ou de me souvenir de quelque chose en une seule seconde, impossible à capturer. J'imagine que j'ai cru que c'était un de mes amis qui me faisait une blague, mais en vérité, j'étais terrifié. Malgré tout, j'ai décidé de tenir bon et de répondre « Tu vas me dire qui tu es, idiot ». À ce moment-là, les rires ont repris, mais cette fois, ils semblaient venir de derrière moi. J'en suis presque sûr. Ça ne venait pas de mes écouteurs, c'est sûr. Je me suis retourné rapidement, mais il n'y avait rien dans la pièce. Il faisait trop sombre pour y voir clair. L'écran Skype noir et le fond d'écran sombre n'arrangeaient rien, je ne distinguais même pas une ombre. Pendant un instant, j'ai cru que j'étais paranoïaque, que c'était juste mon imagination. Alors, j'ai regardé l'écran, et juste là, j'ai vu une petite lumière faible sur l'appel vidéo, et cette lumière a commencé à grandir, à s'amplifier. Ça m'a donné un frisson, et quand j'ai approché mon visage pour mieux voir, j'ai vu la tête d'une personne bouger juste au-dessus de cette lumière. C'était ma propre tête qui se reflétait sur l'écran. Je n'ai pas pu m'en empêcher. C'était moi qui me regardais depuis l'écran, comme une ombre. Et j'étais là, prisonnière de cette nuit de terreur, avec cette silhouette inquiétante juste au-dessus de moi sur l'écran. À cet instant, j'ai éteint l'ordinateur et j'ai couru hors de la pièce. J'ai raconté à ma mère ce qui m'était arrivé, et elle m'a raccompagné dans la pièce. Mais il n'y avait rien. L'appel n'apparaissait même pas dans l'historique des appels. C'était comme si rien ne s'était passé. J'étais extrêmement perturbé cette nuit-là et tellement effrayé que j'ai même supprimé l'application. Je ne sais toujours pas ce qui s'est passé, mais heureusement, rien de tel ne m'est jamais arrivé. Histoire 7. Je vais vous raconter une expérience qui me donne encore des frissons à chaque fois que je m'en souviens, car c'était vraiment quelque chose que je ne peux même pas expliquer correctement. Tout a commencé par une nuit, alors que j'étais dans mon appartement en ville. Je vivais seul dans un endroit sans charme particulier, mais suffisant. Je travaillais dans un bureau depuis environ 24 ans, et pour être honnête, je pensais que rien d'étrange ne m'arriverait. Mais c'est cette nuit-là même, que tout a basculé. Il s'est avéré que je me suis réveillé en pleine nuit parce que j'avais terriblement soif. Je suis sorti du lit, à moitié étourdi, et je suis allé directement à la cuisine chercher de l'eau. Une fois terminé, j'ai regagné ma chambre tranquillement, mais quelque chose d'étrange s'est produit. J'ai eu l'impression que quelqu'un me suivait. Cette sensation typique d'être observé, vous savez? Je me suis retourné pour regarder, mais il n'y avait personne. Juste le silence habituel. Cependant, quelque chose au fond de moi me disait que quelqu'un d'autre était là. Je n'y prêtais pas vraiment attention et continuais mon chemin, malgré cette étrange sensation. Pourtant, en arrivant dans ma chambre, j'aperçus soudain mon ordinateur portable sur le bureau, comme si quelqu'un l'avait laissé là. Mais je me suis souvenu de l'avoir éteint avant de me coucher. Juste au moment où j'allais le vérifier, j'ai remarqué un appel Zoom en cours. L'écran semblait vide, dans ce mode où on ne voit rien, mais l'appel était toujours actif. J'ai voulu le déconnecter, pensant l'avoir peut-être laissé ouvert par inadvertance. Mais à ce moment-là, l'appel s'est interrompu tout seul et l'écran est devenu noir. Le plus étrange, c'est qu'à cet instant, la photo d'une fille est apparue sur l'écran. C'était comme une image fixe,
Flou, mais c'était bien elle. Le plus étrange, c'est qu'en une seconde, la photo a disparu et que l'appel a repris tout seul. Soudain, une jeune voix angoissée s'est mise à crier « Aidez-moi ». Juste ça, rien de plus. C'était comme si quelqu'un à l'écran implorait de l'aide, et la voix semblait surgir de nulle part, comme si elle flottait dans l'air. Sérieusement, je vous jure, ce n'était pas un appel de ma part, ni une hallucination. C'était très étrange, presque impossible à expliquer. J'ai essayé de demander « Qui êtes-vous ?», mais rien ne sortait. J'ai continué à suivre cette voix, avec cette urgence, et l'appel a de nouveau été coupé. Honnêtement, j'étais sous le choc, je tremblais, je ne comprenais pas vraiment ce qui se passait. J'ai fermé mon ordinateur portable du mieux que j'ai pu et je suis vite allé me coucher, essayant de me calmer, mais cette peur persistait. La nuit a été longue et je n'ai pas bien dormi. Le lendemain, je me suis réveillé le cœur battant, et à 10h50 pile, je pensais me dépêcher de tout préparer pour arriver à la réunion à 11h. Mais bien sûr, je n'y suis pas arrivé à temps. Quand j'ai commencé l'appel vidéo, il était déjà 11h15, et tout le monde m'attendait. Je me suis excusé pour mon retard, et pendant ma présentation, j'ai brièvement repensé à ce que j'avais vu la veille. Mais tout semblait aller pour le mieux. La réunion fut un succès et les clients étaient plutôt satisfaits. Rien d'inhabituel ne semblait s'être produit, du moins sur le moment. Mais alors que je poussais un soupir de soulagement, l'écran a recommencé à se déconnecter. Et là, au milieu de la connexion, est apparue la même fille. Celle que j'avais vue la veille sur mon ordinateur portable, celle qui avait l'air terrifiée, avec une expression à glacer le sang. La femme a dit quelque chose qui me hante encore. « À l'aide, il va me tuer ». La panique m'a submergé comme une vague, et presque sans pouvoir réfléchir, j'ai demandé « Qui êtes-vous ? Que se passe-t-il » Juste à ce moment-là, j'ai entendu quelqu'un m'appeler par mon nom lors de l'appel vidéo, inquiet. C'était mes clients. « On vous appelle depuis 5 minutes. Que s'est-il passé ?» Je me suis excusé, très nerveux et sans rien comprendre. J'ai expliqué que je ne savais pas ce qui s'était passé, que la communication avait été coupée et que l'écran avait commencé à faire des choses bizarres. Au bout de quelques secondes, ils ont poliment raccroché, comme si de rien n'était. Mais soudain, en me retournant, j'ai vu cette fille, la tête baissée, ses cheveux lui couvrant tout le visage. Je voyais sa robe blanche, et mon corps s'est figé. Je ne pouvais même pas bouger. Au bout de quelques secondes, la fille a lentement relevé la tête, et à cet instant, j'ai compris que c'était la même fille qui était apparue sur mon écran plus tôt. Ses traits, son visage, tout était elle. J'étais sous le choc. Sans réfléchir, j'ai reculé d'un pas et j'ai couru dans ma chambre dès que possible, verrouillant la porte. Je m'appuyais contre la porte, essayant de me calmer, mais j'avais l'impression de manquer d'air, cette présence me faisait dresser les cheveux sur la tête, et j'étais pétrifié de peur. Soudain, la fille s'est mise à escalader le mur comme un lézard. Et avant que je puisse faire quoi que ce soit, elle s'est approchée de moi et m'a soulevé d'une main, comme si j'étais une plume. J'ai senti sa main se resserrer autour de mon collier, et j'ai cru que c'était la fin. Je ne pouvais plus respirer. J'étouffais, et la sensation d'être tué était insupportable. La dernière chose dont je me souviens, c'est d'être en l'air, puis plus rien. J'ai dû heurter quelque chose, car à mon réveil, j'étais au sol, la tête qui tournait et la respiration rapide. Quand j'ai repris connaissance, je me souvenais de chaque scène, de chaque détail.